Si vous êtes le leader d'une organisation, vous êtes en fait responsable d'une foule dont vous déterminez le moral. Une foule de gens qui s'influencent les uns les autres. Comme un groupe de gens qui se promèneraient dans la rue. Et puis l'un d'entre eux dit « Oh, on pourrait casser cette fenêtre. Cassons toutes les fenêtres. Cassons toutes les fenêtres que l'on trouve. » Une seule pensée d'une seule personne peut influencer la façon de penser d'une foule de gens. Et c'est ce qui se passe avec le moral d'une équipe. Et vous, en tant que leader, vous ne pouvez pas vous laisser entraîner par la foule. Vous ne pouvez pas laisser ça arriver. Vous devez vous détacher mentalement de la foule pour ne pas vous laisser entraîner par ses émotions et son moral. Parce que si vous vous laissez entraîner par leurs émotions et leur morale, alors vous ne pouvez pas le corriger. Exemple, nous partons en mission. La mission se déroule à merveille. On se retrouve dans une fusillade, on tue quelques méchants, tout le monde va bien. Puis on se check les uns les autres, tout le monde va super bien. Nous revenons à la base, et puis quelqu'un dit « Hey, nous n'avons pas besoin d'un débriefing. C'était parfait. Hey, nous n'avons pas besoin de vérifier notre équipement. On peut juste aller se coucher. C'était incroyable. » C'est à ce moment-là que le chef doit se dire « Oh, je suis en face d'une foule. » Et cette foule devient légèrement arrogante. Eh les gars, écoutez, c'était une bonne opération, mais il y a des choses que nous pourrions améliorer. Le leader doit rassembler la foule et la remettre sur le droit chemin. Même chose dans l'autre sens. Vous partez en opération et ça ne se passe pas bien. Vous subissez des pertes et puis vous revenez à la base. Vous voyez vos gars qui se morfondent, vous voyez que le moral commence à s'effriter. Et pareil pour vous, si vous faites partie de cette foule, vous ressentirez la même chose qu'eux. Votre morale va s'effriter, votre esprit sera brisé, mais vous devez les regarder et leur dire « Oh, je comprends ce qui se passe. Les gars, écoutez, c'était difficile. Ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Nous devons maintenant en tirer des leçons. Il y a des choses que nous pouvons améliorer. Que pouvons-nous faire de mieux pour que cela ne se reproduise plus jamais? Que pouvons-nous faire pour nous assurer que nous aurons l'occasion de venger notre frère sur le champ de bataille? Que pouvons-nous faire pour faire avancer les choses? Ainsi, en tant que leader, lorsqu'il s'agira de gagner ou de perdre, vous serez généralement la personne qui s'opposera à la mentalité de la foule. Parce que quand la foule commence à gagner, elle veut continuer à gagner. Et dans ce cas-là, elle peut devenir arrogante. Quand la foule commence à perdre, elle pourrait commencer à perdre davantage parce qu'elle perd aussi confiance en elle. Donc en tant que leader, c'est à cela qu'il faut prêter attention. En fait, ce dont nous parlons essentiellement, c'est du niveau de confiance que l'on peut avoir. Donc si je me rends quelque part et que je gagne, je me sens bien à propos de ça. Et disons que je participe à un tournoi de Jiu-Jitsu, et que lors du premier match, je le mets à terre et je le soumets en quelques secondes. Je me sens bien, je me sens confiant, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ma dopamine est en hausse parce que j'ai obtenu cette victoire. Ma testostérone est en hausse parce que j'ai remporté cette victoire. Ma confiance en moi augmente parce que j'ai remporté cette victoire. Et c'est la même chose dans le sens inverse. Si je me rends à mon premier match, et que je perds contre mon adversaire, ma dopamine est en baisse, ma testostérone est en baisse, ma confiance est en baisse. Et ce que nous devons faire, c'est apprendre à maintenir un certain niveau de confiance. Parce que si je gagne ce premier match, que je gagne le deuxième, je commence à me dire que je peux gagner contre n'importe qui. Donc je me rends à mon prochain match, mais je suis négligent, je me suis mal préparé, et c'est là que je me fais prendre. A l'inverse, si je manque de confiance en moi, je me rends à mon prochain match, mais je me dis que je ne peux rien faire contre ce gars. J'arrête pas de me répéter que ça va être horrible, et donc bien sûr que je me fais écraser. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est la même chose. Il existe donc un lien intéressant entre la dopamine, l'ego, la confiance en soi et probablement la testostérone que l'on obtient en gagnant et en perdant. Et une fois encore, en tant que leader, du point de vue du leadership, vous ne pouvez pas vous laisser entraîner par ça. Vous devez vous en détacher. Vous devez être capable de prendre du recul sur tout ça. Et ensuite, si vous êtes bon, même en tant que compétiteur, vous vous direz « Oh oui, ce dernier match était facile. Mais je dois me préparer pour le prochain match. Je ne peux pas avoir trop confiance en moi. Tout comme je ne veux pas manquer de confiance. C'est un équilibre. » Vous m'avez déjà probablement entendu dire que la motivation n'est pas une chose sur laquelle je vais compter parce que c'est juste une émotion qui fluctue en permanence. Et c'est comme se sentir heureux. Peut-être que vous vous sentez heureux maintenant, mais peut-être que d'ici 15 minutes vous ne vous sentirez plus heureux. Si maintenant vous vous sentez triste, peut-être que d'ici 15 minutes vous ne vous sentirez plus triste. Peut-être que maintenant vous vous sentez motivé, mais peut-être que d'ici 15 minutes vous ne vous sentirez plus du tout motivé. Donc je ne peux pas compter sur ça. Aucune des actions quotidiennes que j'entreprends ne sont effectuées par motivation.
Elles le sont uniquement par discipline. Comme je le disais tout à l'heure, au moment du réveil, je ne vais pas me lever et me lancer un grand débat sur la question de savoir si est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Non, je n'ai pas envie de le faire. Mais ça n'a pas d'importance. Je vais juste le faire. Quand vous devez faire face à quelque chose, quand il y a quelque chose qui vous fait peur, ok? Vous vous y mettez, vous allez vers elle. C'est comme ça que vous allez résoudre ce problème. On ne résout pas les problèmes en les fuyant. On résout les problèmes en allant vers eux et en découvrant ce qui se passe sur le terrain. Et je veux dire, l'alcool est manifestement un moyen évident d'éviter le problème, au moins pour les 4 prochaines heures. Et puis, au réveil, le problème est toujours là. Et ce n'est pas bon. Mais vous savez, quand vous avez un certain problème et que vous... Écoutez, ensuite nous pourrons parler de l'approche indirecte qui est une théorie du combat à laquelle je crois totalement, mais qui s'applique également à l'interaction avec d'autres personnes. Par exemple, si vous avez un problème avec quelqu'un, vous pouvez vous dire « J'ai un problème avec ce gars, je vais aller le confronter ». Ce n'est peut-être pas la meilleure solution. En fait, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas du tout la meilleure solution d'aller vous confronter au problème de cette manière, parce que maintenant, vous allez très certainement vous créer d'autres problèmes. Il vaudrait peut-être mieux que vous adoptiez une approche indirecte, sans provoquer de confrontation, et ne pas vous créer d'autres problèmes, mais plutôt engager une conversation honnête avec vous-même, et essayer de mettre le doigt sur quelque chose qui est peut-être adjacent au problème que vous avez. Quelque chose vous concernant, que vous pourriez régler, pour ensuite ne plus avoir ce genre de problème à l'avenir. Cette question m'a été posée l'autre jour par une entreprise avec laquelle je travaille. Et ce gars m'a demandé comment puis-je identifier les caractéristiques de quelqu'un qui s'est passé à l'action. Et comment puis-je identifier ces caractéristiques chez une personne pour que je puisse trouver ces personnes. Et je lui ai répondu, eh bien, tout d'abord, ces caractéristiques, bien sûr, tout le monde les connaît. Savoir, quelqu'un qui semble avoir l'air motivé, quelqu'un qui communique bien, quelqu'un qui va faire bouger les choses. Ces caractéristiques sont assez simples à connaître, nous les connaissons. Maintenant, comment les identifier? Eh bien là aussi, c'est assez simple. Je vais vous donner une tâche, je vais vous donner quelque chose à faire. Et c'est une tâche assez simple. Si vous y arrivez, super, je vais vous donner une tâche un peu plus complexe. Vous y êtes arrivé? Oui, ok. Maintenant, je vais donner la même tâche à quelqu'un d'autre, sauf que cette personne n'y arrive pas. Elle revient toujours avec un tas de questions, elle avance lentement, elle a toutes sortes d'excuses et de problèmes. Je vous redonne une tâche encore un peu plus complexe. Puis vous revenez et vous l'avez accomplie. Maintenant je réalise que vous êtes le genre de personne qui peut faire bouger les choses. Vous êtes quelqu'un qui sait comment exécuter une action. Maintenant cela ne veut pas dire que vous savez tout faire. Cela veut dire que vous savez exécuter un certain type de tâche. Et voilà ce qui se passe. Dans un autre scénario, avec un tout autre type de tâche à exécuter, je reviens vers toi et je t'annonce, voici l'idée que je viens d'avoir par rapport à ce problème que nous avons. Est-ce que tu peux concrétiser tout ça? Et toi tu me demandes, par où dois-je commencer? Je ne sais pas trop dans quelle direction il faut que j'aille. Pendant ce temps, j'ai donné la même chose à faire à l'autre gars qui initialement n'avait pas réussi à résoudre le premier type de tâche que je lui avais confié. Et puis, très rapidement, cette personne revient et me dit « Hé, j'ai trouvé un moyen de faire en sorte que cela se produise. » Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui est très doué pour l'exécution, mais qui n'est pas très créatif. Puis vous pouvez avoir quelqu'un de très créatif, mais qui n'est pas très doué pour l'exécution. Mais donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je constitue une équipe composée de personnes qui sont douées pour l'exécution et d'autres au niveau de la créativité. Certaines personnes trouvent de bonnes idées et d'autres les mettent en œuvre. C'est ce qui est à faire du point de vue du leadership. Nous laissons la nature des gens s'exprimer. Et nous les plaçons dans des rôles où leur nature est bénéfique. Je ne prendrai pas quelqu'un qui est de nature timide et introverti pour lui confier un rôle de chef de vente. Tout comme je ne prendrai pas quelqu'un d'hyperactif et d'extraverti pour le placer derrière un bureau et lui faire regarder des feuilles toute la journée. Il est clair que ce n'est pas ce que je vais faire. Donc ce que nous devons faire en tant que leader, c'est trouver des personnes et les faire travailler dans des rôles qui leur conviennent le mieux. Maintenant, est-ce que cela signifie que j'abandonne tout espoir de voir quelqu'un d'introverti développer des compétences en matière de communication? Bien sûr que non, je vais continuer à travailler avec cette personne. Dans un premier temps, je vais lui donner des tâches qui lui correspondent, puis avec le temps, nous allons voir si cela peut évoluer. Mais je ne vais jamais prendre quelqu'un de totalement introverti et lui donner le rôle de mon vendeur principal. C'est pourquoi, en tant que leader, nous devons nous concentrer sur le fait d'aider les gens à trouver le rôle et les choses pour lesquelles ils sont doués. Maintenant, est-ce que cela signifie que si quelqu'un aime son travail, est-ce qu'il sera meilleur dans ce travail? Absolument. Est-ce que cela signifie que si j'ai quelqu'un qui est motivé, juste par la réussite, il sera bon dans son travail? Non. En fait, il peut l'être. Il y aura certains rôles dans lesquels je peux le mettre. Le problème, c'est que s'il y a quelque chose qui demande plus de persévérance, et que la récompense n'est pas forcément proportionnelle, ou qu'il s'agit d'une tâche à long terme, alors elle ne sera probablement pas la bonne personne pour ce travail. Donc, aimer son travail est quelque chose d'absolument essentiel. Si vous aimez votre travail, vous aurez plus de chances de finir par y exceller.
Lorsque vous êtes confronté à un problème important dans la vie, une relation, un problème professionnel, vous devez vous rappeler que vous êtes dans un écosystème et que si vous sortez de cet écosystème, personne ne s'en soucie vraiment. Et vous pouvez aller dans un écosystème totalement différent et y trouver le bonheur. Mais au moins, utilisez ce problème pour sortir de la tempête dans laquelle vous vous trouvez. Vous découvrirez qu'il y a beaucoup de lumière dans ce monde. Allez vers elle, et bientôt votre situation sera bien meilleure. Pour devenir meilleur, vous devez vous imposer une certaine discipline, n'est-ce pas? Si vous voulez devenir plus fort, vous devez faire des choses qui demandent de la force. Si vous voulez devenir plus résilient, vous devrez faire des choses qui demandent de la résilience. Je pense que c'est assez simple à comprendre. De la même manière que vous développez vos jambes en faisant des squats, que vous développez votre dos en faisant des tractions, vous développez votre résilience en répétant des choses qui vous obligent à être résilient.